Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, signe précurseur des régionales 2020, Paul Biya lance le compte à rebours de ses consultations. Le président de la République vient de signer un décret portant répartition par département du nombre de délégués et chefs traditionnels appelés à constituer le corps électoral. Effondrement du pont Palar à Maroua, les habitants du quartier Balioul de plus en plus en danger sur la voie de contournement qu'empruntent désormais les gros porteurs en direction des villes voisines et du Tchad. Ils invitent le maire de la ville à interdire la circulation de ces gros engins en pleine journée. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, bientôt les régionales. Le chef de l'État a signé 2 décrets portant d'une part la fixation ou la répartition du nombre de conseillers régionaux par département et catégorie et d'autre part les montants des frais de participation aux élections régionales. Des textes qui annoncent la convocation du corps électoral en vue de ce scrutin pour les prochains jours. D'autres précisions avec Kemazou Matilda et Kedjara. Dans un décret signé du 2 septembre 2020, le président de la République du Cameroun fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Il s'agit d'un nombre total de 900 conseillers repartis dans les 10 régions que compte le Cameroun, ce qui équivaut à 90 conseillers par région. Des conseillers constitués dans un premier temps de délégués de département auxquels viennent se greffer, en nombre un peu plus réduit, des représentants du commandement traditionnel. Le total de délégués de département est fonction du nombre d'arrondissements que compte le département. C'est ainsi que le département du Vouri compte le plus grand nombre de délégués, à savoir 30. Il est suivi de la Benoué qui en aura 28 et de la Vina qui en aura 25. Précisons tout de même que malgré ces variations, le nombre total de délégués par département reste 70. Les représentants du commandement traditionnel, quant à eux, varient par département certes, mais le total par région est évalué à 20, ce qui complète à 90 le nombre de délégués régionaux. En plus de ce décret, le chef de l'État a signé en outre fixant les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Et ces élections régionales nourrissent des débats très houleux dans la classe politique. Au-delà de la controverse sur l'opportunité de leur tenue dans un contexte de crise, certains leaders estiment qu'un flou entoure la loi pour ce qui concerne la place des chefs traditionnels. On voit tout cela dans ce reportage de Kemazou Matilda, Georges Mitterrandam et Donald Brice Kamgan. Pour la première fois, ils ont pris part à cette concertation régionale entre les CAM et les acteurs politiques. Autour de Pierre Titingwell, membre du conseil électoral en charge du littoral, les chefs traditionnels ont contribué aux côtés des formations politiques. Au menu, le bilan des inscriptions sur les listes électorales, le rôle de l'administration et surtout la place des autorités traditionnelles dans les conseils régionaux à venir. Sambaka trouve que le modèle d'intégration des chefs traditionnels dans les conseils régionaux présente de réels risques de les transformer en hommes politiques purs au détriment des us et coutumes dont ils sont censés être les dépositaires. La chambre des chefs traditionnels doit exister et les autres c'est les politiques. Sinon, qu'est-ce qu'on va subir? On va donc imposer aux chefs traditionnels de devenir des politiques et de choisir des partis politiques pour pouvoir diriger des régions. Je pense que l'esprit ce n'est pas cela. L'esprit c'est que nous ne perdions pas nos us et coutumes. Et au niveau de chaque région, nous devons avoir donc des chambres des chefs traditionnels. Sur cette question, Pierre Titingwell, comme les chefs eux-mêmes, estime qu'il s'agit simplement de leur contribution à la gestion des affaires de la cité. Non, je ne pense pas. Je pense que les chefs traditionnels vont seulement les enrôler dans les problèmes nationaux, les problèmes du développement, le problème de la gouvernance, le problème de la démocratie. Ils ne doivent pas rester limités à la coutume, ce que nos ancêtres faisaient. Ils sont là aussi pour voir ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que les chefs
traditionnels sont des sujets de second ordre. Nous sommes des citoyens comme tous les autres. Nous sommes des citoyens. Nous pouvons participer de la politique en restant chef. Pourquoi il faut nous remettre dans un coin parce qu'on est chef traditionnel? Parce qu'on ne réfléchit pas comme les hommes. On peut même être plus homme politique parce que nous vivons avec les gens. C'est la manière d'intégrer les gardiens de la tradition dans les instances de gouvernance qui fait débat, réagit un autre intervenant dans la salle. Pour les élections régionales en perspective, les préoccupations de l'opposition, c'est aussi l'administration réputée inféodée au parti au pouvoir, l'hypertrophie du RDPC. Le RDPC doit construire cette nation avec tous les Camerounais. Le RDPC doit construire cette nation avec tous ceux qui pensent à un Cameroun paisible et prospère. Nous voulons amener le Cameroun au firmament des grandes nations. Nous voulons construire ce pays avec la passion, avec l'amour, avec la fougue de la jeunesse, avec tout ce qu'on a. S'ils veulent construire cette nation avec tous les fils de la nation, avec nous tous y compris, je leur invite à faire preuve de beaucoup de sagesse à ces élections régionales qui viennent, qui acceptent de perdre une partie de leur électorat pour que le Cameroun seul en sorte grandit. Dans le littoral, 6688 personnes ont été inscrites sur les listes électorales entre avril et le 31 août, date de clôture annuelle des enrôlements. Des performances parmi les meilleures au niveau national où les restrictions liées au coronavirus ont infecté les campagnes. Et quelques semaines après la rencontre à Yaoundé entre le ministre de l'administration territoriale et les chefs traditionnels des régions en crise, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, a assisté à la deuxième réunion des chefs traditionnels de Fundong, c'est dans le Boyo. Ces gardiens de la tradition, dont quelques-uns ont récemment été enlevés, ont promis de tout mettre en œuvre pour le retour de la paix dans cette localité meurtrie par la crise. D'autres précisions avec Xavier Foka. Fundong, chef-lieu du département du Boyo dans la région du nord-ouest Cameroun. C'est l'une des localités les plus affectées par la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le seul lycée bilingue du coin avait été incendié et désormais abandonné dans la broussaille. Et les lieux de commerce sont presque inactifs. La vie y est bien plus difficile qu'avant. Nous essayons de travailler, pas moins d'écouler nos marchandises. La pauvreté nous agace. Les enfants ne vont plus à l'école. Avant, les femmes allaient au champ et nourrissaient leurs maris et leurs enfants. Avec la situation actuelle, ce n'est plus possible. Fatigués de vivre cette situation, les habitants de Fundong n'ont qu'un seul vœu, le retour à la paix. Ce que nous voulons, c'est que tout revienne à la normale comme c'était avant. Je souhaite que l'école reprenne, ainsi tout sera bien. Pour résoudre ces problèmes, le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique a tenu une séance de travail avec le maire. Il a également rencontré les chefs traditionnels, dont certains avaient été kidnappés selon des informations locales. Ceux qui ont assisté à la rencontre ont pris des engagements pour un retour à la normale dans la localité. Ils se sont engagés à appuyer les actions déjà entreprises par le chef de l'État au lendemain du grand dialogue national pour améliorer la situation dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en particulier dans le Boyo, où ils ont déjà contribué aux côtés des forces de sécurité, aux côtés des autorités administratives, à ramener une paix relative que nous avons pu apprécier en voyant que les activités économiques ont déjà recommencé. Les gardiens de la tradition ont également promis tout faire pour que l'école reprenne dès la prochaine rentrée scolaire. Le gouverneur a aussi rencontré les populations à la gare du coin, à qui il a exhorté de mettre sur pied les comités de vigilance. Il leur a également remis des kits de protection contre le Covid-19. Et le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce jour à l'immeuble Étoile à la toute première réunion du comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue national. Les membres de ce comité ont relevé que beaucoup a été fait et suggèrent des pistes supplémentaires pour mieux implémenter les résolutions du Grand Dialogue national. Le compte-rendu de cette rencontre, c'est avec Joël Essengue et Guizogo. Après le Grand Dialogue national, c'est le temps de l'évaluation.
Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de cette rencontre avaient rendez-vous au Premier ministère. En sa qualité de président du comité de suivi de ces assises, le Premier ministre a rappelé que le chef de l'État avait privilégié le dialogue comme moyen de résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest dès sa survenue. Dès les premières heures de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de l'État a toujours et sans relâche opté pour le dialogue comme moyen par excellence de résolution des préoccupations soulevées. Justifiant alors la convocation du grand dialogue national, il a indiqué que les travaux du comité de suivi entendent perpétuer la logique née du grand dialogue national. C'est dans cette perspective qu'il a bien voulu convoquer le grand dialogue national, instance suprême du dialogue à l'échelle nationale. Cette plateforme qui a réuni nos compatriotes de tous bords, issus des communautés locales, des villages, des métropoles urbaines et de la diaspora. Ce comité de suivi constitue le prolongement de la volonté du chef de l'État de préserver cette belle dynamique née du grand dialogue national. Dans la foulée, le porte-parole du grand dialogue national a tenu un point de presse lors duquel il a affirmé que beaucoup a été fait. La libération de 333 personnes détenues dans le cadre de la crise suscitée, la création puis l'opérationnalisation du Comité national de désarmement, la création de l'École nationale d'administration locale, le statut des zones économiques sinistrées aux régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Pour autant, le comité de suivi du grand dialogue national fait des propositions supplémentaires. A better communication on the ground, the creation of peace grassroots ambassadors, confidence building measures, calls on the ministries in charge of education to take appropriate measures to kickstart a hitch-free school resumption this year, enforce measures to end ghost towns by all means possible, ensure the return of IDPs and refugees to their homes, the creation of an industrial zone that will create over 9,000 jobs for those that are displaced. Le comité de suivi du grand dialogue national se veut donc résolument optimiste, même si la situation sur le terrain, dans le nord-ouest et le sud-ouest, reste problématique. Et après l'effondrement du pont Palar à Maroua, les habitants du quartier Balioul vivent la peur au ventre sur la voie de contournement qu'empruntent désormais les gros porteurs en direction des villes voisines et du Tchad. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. À l'effondrement du tablier du pont Palar, à la sortie nord de la ville de Maroua, les camions de marchandises en partance pour Kousséri au Cameroun et N'Djamena au Tchad empruntent désormais cette voie de contournement au quartier Balioul. Les habitants du coin crient leur colère, redoutant d'être écrasés par tous ces gros porteurs qui défilent de jour comme de nuit sur ce radier. Les motos, les camions, les voitures, les piétons, nous avons que ce radier. Nous ne sommes pas en sécurité. C'est très dangereux de partager encore ce passage avec de gros porteurs. Vous avez tout à l'heure comment un clandestin a failli s'y rendre dans l'eau. C'est vraiment très dangereux. Plusieurs riverains ont failli être emportés à la traversée quotidienne. Et les populations s'interrogent sur combien de temps va durer leur calvaire. Ce quartier est coupé de la ville. Vraiment, si c'est le gouverneur ou le maire de la ville, il faut que toutes ces autorités-là prennent vraiment ça en considération. Il faut que ces camions soient arrêtés à l'entrée de la ville. Et à 23h minuit, ils peuvent peut-être se servir aussi de ces servitudes de passage, mais avec prudence. Parce qu'avoir 4 ponts dans une grande ville comme la ville de Maroua, il est vraiment très honteux de le même rappeler. Tous les 3 ponts, les 2 ponts qui restent vont partir encore. Et je ne sais pas comment on va faire. Parce que là maintenant, nous vivons comme les gens à Madagascar, alors que nous sommes à Maroua. Hein? C'est pas normal. Nous avons des leaders, des ministres, ils ne font rien. Criant donc au secours,
tout en dénonçant les magouilles dans l'attribution des marchés publics au Cameroun. Les habitants de Maroua appellent le gouvernement, les autorités administratives et le maire de la ville à prendre leurs responsabilités. Il faut que le maire de la ville ait vraiment la prise de conscience. Il se félicite souvent d'être le maire de la ville. C'est lui, oui, le maire de la ville, mais il ne doit pas rester sans voix. Il représente la majorité des collectivités locales. Donc le maire de la ville doit faire tout moyen possible pour qu'il y ait vraiment une intervention qu'on appelle scientifiquement intervention chirurgicale terrestre. Qu'on nous fasse rapidement le pont. Il faut qu'on cherche des grands entrepreneurs, pas les entrepreneurs de la rue, qui vont faire les ponts avec les fers de 6 et les fers de 8. Et pour 3 mois, 4 mois, ça va se casser encore. Pour refaire encore l'autre marché. Il ne faut pas courir derrière le budget pour faire souffrir la population. Et durant toute la matinée de mercredi, de fortes pluies arrosent encore Maroua, avec une montée des eaux qui emporte véhicules et déracine des arbres le long du fleuve le Mayo Kaliao. Heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vies humains et quelques dégâts matériels que vous avez constatés sur le champ tout à l'heure. Les véhicules, les gros poteaux qui se sont enfoncés en face des agences. C'est une inondation qui s'avère un peu souffrante et que la population en souffre davantage. En cette saison pluvieuse à Maroua, tout a désormais l'air d'un déluge sans fin qui guette à mort les habitants du chef-lieu de la région de l'extrême nord Cameroun. Évoquons à présent cette grogne des populations de Boudar à l'ouest Cameroun. Elles sont sorties en masse pour s'opposer à l'affectation du commandant de la brigade territoriale de leur localité. L'adjudant-chef-major Lachélé Sébastien est, selon ces populations, celui qui a fait reculer le grand banditisme dans la ville de Boudar. D'autres précisions avec Raphaël Tieko et Gladys Sidier. De mémoire, jamais l'affectation d'un commandant de brigade n'a fait autant de remous. Les populations de la ville de Mbouda sont mécontentes du départ de celui qui, en l'espace de 2 ans, a réussi à faire reculer le grand banditisme dans cette partie du pays. Nous sommes tellement dépassés comme la situation, comme nous sommes en train de voir ici à l'instant. Tellement les bandits ici à Bouda, c'est devenu compliqué. Si bien où, quand on annonce qu'on va affecter le commandant, ça devient un problème. Nous soulignons que le commandant qui est ici, qui continue avec son travail. L'adjudant-chef-major Lachélé Sébastien, jusque-là à la tête de la brigade territoriale de Mbouda, à en croire les populations, a réussi à ramener calme et quiétude dans une ville qui connaissait un pic d'insécurité. La crainte des uns et des autres aujourd'hui, c'est de revivre après son départ des scènes d'agression et de cambriolage, de mauvais souvenirs qui avaient pourtant déjà été oubliés. La pilule est certes difficile à avaler pour ces populations, mais il faut pourtant s'y faire, puisque l'adjudant-chef-major Lachélé Sébastien est désormais affecté à la brigade territoriale de Ngoumou, dans le centre. Cette affectation, selon des sources, serait la conséquence d'un conflit entre le commandant de la brigade territoriale de Mbouda et les autorités administratives de la ville. Expropriation des populations du village Tondé Carrefour à PK28 pour construction d'un centre pour personnes âgées. Le ministre des Domaines et des Affaires foncières met fin aux procédures d'immatriculation qui étaient en cours. Henri Eyebe Aïssi, dans une correspondance adressée au délégué départemental des domaines d'UNCAM, vient de lui faire un état des lieux du site litigieux. Et à ce propos, je vous invite à suivre la réaction d'Adieda Lanry, il est sous-préfet de Yabassi. Le projet dont il s'agit de construction d'une maison d'accueil pour les personnes âgées est un projet dont l'importance n'est pas à démontrer. Mais alors sur le terrain, il y a quelques susceptibilités, quelques remous, quelques résistances sur le terrain, quelques désaccords qu'il faudrait lever avant que ce projet-là ne s'exécute.
Nous sommes donc venus écouter les populations qui revendiquent des droits coutumiers sur ce site pour leur expliquer que rien ne sera fait au détriment de leurs droits coutumiers et que tout sera fait pour que ce projet-là se réalise dans une atmosphère de calme et en harmonie avec la communauté de Tondé-Carrefour. Ouvrons à présent le chapitre éducation de ce journal. À quelques semaines de la reprise des cours, les étagères des librairies sont vides. Difficile d'importer des manuels scolaires du fait de la pandémie du coronavirus. Les libraires qui déplorent cette situation affirment que même le maintien de la plupart des livres au programme l'année dernière ne leur garantit pas de bonnes affaires. Sylvestre Hippolyte Zangao et Georges Mitterrandam. Alors que plusieurs de leurs étagères sont vides, les libraires dépoussièrent ceux des livres invendus l'année dernière. Dans cette librairie, la pandémie du coronavirus ne facilite pas l'importation des manuels scolaires. Comme tout le monde était confiné, les livres n'ont pas pu être édités à temps, même si c'est édité le transport, c'est-à-dire le transport chez l'éditeur. Au port d'embarquement, ce n'est toujours pas facile. Si c'est là pour arriver au Cameroun, c'est toujours un peu difficile. Donc les livres en ce moment, il n'y en a même pas sur le marché, il n'y en a pas. Moi particulièrement, les fournisseurs nous ont dit d'attendre l'année prochaine, les fournisseurs européens, d'attendre l'année prochaine. Bon, pour beaucoup de ces raisons-là. Et que même sur le plan financier, il faut attendre un peu parce que c'est une situation qui est un peu globale. Pour l'année scolaire à venir, les livres au programme ont été reconduits à quelques exceptions près. Mais jusque-là, les bonnes affaires ne s'annoncent pas, affirment les libraires. Au moment où on passait en livre unique, ce n'était pas préparé. C'est-à-dire qu'il faut préparer au bout de 2-3 ans avant de tomber en livre unique. Les stocks, il y en avait pas parce que les livres même étaient rares. Il y a quand même quelques petits livres qui sont ajoutés au programme cette année, comme le livre de Nathan de la Sille. C'est des nouveaux livres. Il y a quelques livres anglophones qui sont des nouveaux. Et on est prudent, nous aussi, parce que c'est un investissement. Si on investit, il faut comprendre qu'il faut une rentabilité. Donc on est prudent avec cette situation. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les parents se font rares dans les librairies. Beaucoup d'entre eux évoquent l'absence des moyens financiers. Le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC vient d'être publié. Cet outil, mis en œuvre pour le suivi des résolutions de sortie de la crise économique en 2016, présente un taux d'exécution des objectifs de 61% en 2019. D'autres précisions avec Eric Fopossi et Dalastiana. Dans le rapport annuel 2019 du programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, bref CEMAC, le bilan de l'initiative prise il y a 3 ans est plutôt prometteur sur les 5 piliers définis pour la relance de la sous-région, à savoir les politiques budgétaires, la politique monétaire et le système financier, les réformes structurelles, l'intégration sous-régionale, la coopération internationale sur la période 2017-2022. Le secrétaire permanent du bref CEMAC, Michel Sir Djinawebou, était face à la presse à Brazzaville au Congo. Par rapport à l'ensemble des cibles du PREP CEMAC à l'horizon 2022, le taux de réalisation a obtenu en 2019 un score de 61,4%. En fin 2018, ce taux de réalisation était de 44,5%. Ceci met en lumière une accélération de la mise en œuvre du programme en 2019. Cette accélération de la mise en œuvre du PREF CEMAC en 2019 est la conséquence de la progression de la production pétrolière dans tous les pays, à l'exception de la Guinée équatoriale, mais aussi une bonne tenue de l'activité économique non pétrolière au Cameroun, au Gabon et au Tchad. Les efforts déployés par nos États ont permis à l'économie de la CEMAC dans son ensemble de poursuivre sa reprise. N'était-ce le choc du coronavirus qui est venu? Nous avions déjà un taux de croissance de 2,2% en 2019,
après 1,8% en 2018 et seulement 0,7% en 2017. Une preuve supplémentaire de cette embellie de 2019, la reconstitution des réserves de change qui sont passées de près de 3 800 milliards de francs CFA en 2018 à environ 4 400 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 16%, ce qui n'est pas étranger à l'amélioration des relations avec le Fonds monétaire international. Les relations des pays membres de la CEMAC avec le Fonds monétaire international sont globalement satisfaisantes, dans la mesure où toutes les revues des programmes des pays de la sous-région ont été validées à fin 2019. Il y a eu quelques retards pour le Cameroun, pour le Congo, mais toutes ont été validées à fin 2019. Néanmoins, une révision de la stratégie de mise en œuvre du PREF-CEMAC s'avère nécessaire pour rattraper celle des réformes qui accusent du retard. Voici ce que suggère le rapport. La priorité à accorder à l'amélioration des recettes budgétaires non pétrolières plutôt qu'à la diminution des dépenses publiques. Deuxièmement, la poursuite de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Troisièmement, le renforcement de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Ensuite, la priorité à accorder au financement du secteur privé, en particulier au remboursement de la dette intérieure et au paiement des arriérés dus aux PME et aux PMI. Des mesures à mettre en œuvre urgemment selon le rapport annuel 2019 du PREF-CEMAC, faute de quoi les économies de la sous-région courent un grand risque de nouvelles récessions. Le souvenir du choc ayant suivi la chute des coûts du pétrole en 2014 reste présent. Et c'est avec ce reportage d'Éric Fopossi et d'Alastiana que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alontou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, justement, Julien Berthe Bissaï, nous prenons la direction des Bamboutos où on a assisté là-bas à un phénomène inédit. Les populations s'opposent à l'affectation du commandant de la brigade de terre de cette localité. Vous l'avez dit, Serge Alain Otto, les populations de Bouda s'opposent au départ du commandant de la brigade territoriale de leur localité affectée en Goumou dans la région du centre. Selon ces populations, l'adjudant-chef-major Sébastien Achélé a beaucoup œuvré pour faire reculer le grand banditisme dans leur localité. On dira de l'inédit au Cameroun. Serge Alain Otto. Justement, il va dans le département de la Mefoua-Kona. On l'attend de ce côté-là. Bon, bonne soirée à vous, Julien Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.